optique, vous le voyez au fond, hein, dans le miroir, qui est le roi et la reine. C'est-à-dire que devant, dans la position où on est là, il y a le roi et la reine, et c'est ça qu'il est en train de peindre, et ça apparaît au fond. Bon. Et puis, en fait, eh bien voilà, à peu près, alors au premier plan, il y a les Ménines qui sont arrivées, avec Doña Margarita. Pourquoi? Vraisemblablement, il est en train de peindre, voilà l'histoire qu'on raconte, comme on peut raconter une histoire d'une famille. C'est une famille heureuse, vous voyez, tout va bien. Il était en train de peindre le père et la mère, le roi et la reine, et puis tout d'un coup, ils sont arrivés, alors eh ben, ça se retrouve sur le tableau. Donc, bon. Alors Foucault, lui, dans son interprétation, retient, alors il définit toutes sortes de lignes au niveau de la perspective, il retient cette interprétation-là, il voit différentes lignes perspectives, on pourra en parler tout à l'heure si vous voulez. Mais ce qui est intéressant, c'est la chose suivante, ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Qu'est-ce qui peut nous arrêter dans le tableau? C'est ça la vraie question. Autrement dit, en quoi ce tableau, on pourrait dire, est une œuvre d'art qui peut faire apparaître quelque chose en nous pour qu'on y trouve quelque chose d'autre que ce que l'on voit, et notamment ce que l'on voit, puisque là il n'y a pas de... Alors, quand Lacan prend 166, pour lui, c'est vraiment lui qui le dit, puisque Foucault n'en a pas parlé. Il part de l'idée suivante. Premièrement, il y a un mouvement d'arrêt. Ça, c'est assez évident. Tout le monde l'avait bien remarqué. Quelque chose est suspendu. Bon, ça, c'est pas très compliqué. Mais il part de la chose suivante. Il dit que c'est absolument impossible qu'il peigne le roi et la reine parce qu'il est trop loin de la toile qui est retournée. Donc il part sur le fait que Lacan part sur l'idée qu'il peint les Ménines, mais ça ne dit pas encore comment. Et ce que veut Lacan vous prouver en prenant ce tableau-là, c'est le fait que dans le transfert, l'analyste est en position d'une certaine présence, qu'il appelle l'objet A, qui est une présence qui est à la fois présente, mais en même temps qui ne cesse d'échapper. C'est ça son idée. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce qu'on peut en dire de plus? En 85, quelqu'un de tout à fait sérieux, un espagnol, a fait des travaux. Il a repris toutes les dimensions, il a essayé de comprendre comment le tableau a été fait. Il s'appelle Franco y Campes, il a écrit un livre qui s'appelle La magie des Ménines. Et ce qu'il a découvert, c'est que le tableau avait été peint en deux temps différents. Il y a un premier temps qui est la structure géométrique du tableau, et que pour comprendre, il faut faire abstraction de ce qui est au premier plan, ça a été fait après. Alors, vous voyez que tout au fond du tableau, il y a Nieto Velázquez, et derrière, il y a de la lumière qui est présente dans la fenêtre. Alors, il suppose que ça a été fait en début d'après-midi, et que par une fenêtre qu'on ne voit pas, de la lumière arrive, tout au fond. Et par un dispositif de miroir, la lumière et d'écran vient se réfléchir. La lumière vient se réfléchir. T'exagères. Donc, la lumière arrive là derrière, sur un écran, elle revient là. À nouveau, il y a un écran qui est incliné, et on devine un peu là, elle part dans cette direction-là. Et là, on arrive au niveau de ce qu'on ne voit pas. Et que l'écran fait bien fonction d'écran, et uniquement fonction d'écran, et par un dispositif optique, la lumière qui arrive là revient sur un tableautin qu'on ne voit pas, qui est là derrière, elle éclaire le tableautin où se trouve peint le roi et la reine, par un dispositif à nouveau optique d'épidiascope, c'est grossi, ça revient sur un écran qui est là, et après ça repart et c'est ce qu'on voit. Et il y a tout un système de trucage, qui rend compte de la présence du roi et de la reine au fond. Pourquoi c'est intéressant? Parce que je trouve que ça donne une idée, quand quelqu'un vient se mettre à parler, à un analyste ou à quelqu'un, puis qui se met à lui parler d'un certain nombre de choses, il y a évidemment des choses qu'il ne sait pas, et on peut bien dire que Velázquez, là, est dans cette position où lui, il maintient le fait qu'il est important que quelque chose reste caché pendant tout un temps. Il n'est pas question qu'il se déplace et qu'il montre le trucage. Parce que si on dit au
personne sait ça, vous savez ce qui se passe, ben, il n'y a plus de travail possible. Donc il y a dans ce tableau-là, déjà à ce niveau-là, quelque chose qui est important, un certain trucage, qui n'est pas sans évoquer ce trucage particulier qui est le fantasme. Comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire la prise d'une certaine place pour trouver une certaine existence par rapport à l'autre. Bon, ça c'est une chose. Alors, il y aurait, d'après ce qu'il dit, premièrement, la disposition de ceci. Et puis, ultérieurement, c'est-à-dire en fin d'après-midi, il n'y a plus de lumière au fond. Il n'y a plus que cette lumière-là, la première fenêtre. Et c'est à ce moment-là que sur le tableau apparaît ce qu'on voit au premier plan éclairé, et cette partie-là, donc, est peinte plus tard. Vous voyez que le tableau en lui-même est déjà une composition, puisqu'elle donne à voir deux temps différents. C'est une première chose, deux temps différents, mais ces deux temps différents, après tout, restent quand même, plus exactement, transmettent le fait qu'on voit quelque chose, et on voit une famille, et ça n'explique pas véritablement pourquoi le peintre est dans le tableau. Parce que, évidemment, pour peindre ça, le peintre ne peut pas être dans le tableau. C'est pas possible. Alors, pour qu'il arrive à peindre ça, il faut qu'il soit dans la position où on est, pour peindre ça. Donc, il y a toute une série d'artifices qui ne sont pas sans évoquer ce qui se passe dans le transfert, du côté de l'analyse. C'est un savoir-faire qui est là présent dans le tableau. Et on peut dire, je crois, que, en fait, ce qui est important là, parce que c'est figuré, mais souvent c'est pas figuré dans un tableau, par le biais du mouvement, par le biais des couleurs, etc. Ce qui est tout à fait figuré, c'est évidemment la présence du peintre dans le tableau. Et quand on essaie d'isoler, je ne l'ai pas là, comme ça, mais quand on isole, alors il ne faut pas non plus trop prendre ça, mais quand même, le visage de Velázquez, là, tel qu'il est, et que, je vais vous le montrer, je crois que j'en ferai après, oui, je le parle déjà. Quand on constate que son regard à Velázquez n'est pas tellement un regard, vous pouvez l'apprécier là, c'est pas tellement un regard qui nous regarde pour vraiment savoir grand-chose. C'est une sorte de regard intérieur, beaucoup plus tourné vers l'intérieur, et qui nous donne une idée de ce que peut être un regard quand quelque chose a eu lieu. Parce qu'évidemment, ils sont tous là dans une position particulière d'arrêt. C'est comme si un ange était passé, c'est comme si une présence était passée et pourtant était encore là. Il y a quelque chose de cet ordre. En plus, comme vous pouvez remarquer, il y a une sorte de fuite dans les deux sens. On pourrait dire que dans cet axe-là, il y a quelque chose qui part au fond, etc. Ah, ça, c'est toutes les voies de la vie. Ce que je veux dire par là, c'est que qu'est-ce que la présence du peintre peut nous permettre de penser, autant que ce qui nous intéresse, c'est la proximité entre l'artiste et le psychanalyste. Autrement dit, il ne faut pas l'enlever. Toute la question, c'est de savoir si l'analyste va se confondre avec ça. Là, il n'est pas confondu, évidemment, si on prend l'analyste comme étant lié à la position de Velázquez, ce qui est une première chose. Mais au-delà de ça, toute la question est celle de savoir si c'est autour de l'enfance, effectivement, c'est ça qu'on peut prendre comme centre du tableau, parce que c'est vraiment le centre du tableau. Dans quelle mesure l'infante donne à voir quelque chose qui n'est pas seulement caché, mais qui est invisible. Ce qui va être appelé, ce que Lacan va appeler la fente de l'infante. La fente de l'infante. Qui n'est pas du tout une histoire sexuelle au sens. Et pourtant. Bah oui, quand même. Et pourtant. C'est ça le trou réel. Quand même. Hein. C'est ça le prédipien. C'est ça la dimension du phallus symbolique. Autrement dit, toute la dimension du travail
serait quoi? Alors Lacan, quand il parle dans ce séminaire, il part un peu sur l'histoire de ce qui se passe. Alors évidemment, le roi et la reine, le roi Philippe IV est dépressif. Il a perdu sa première femme, il s'en est pas remis. Il a épousé Mariana, qui est la mère de l'enfant, qui est là. Ils ont 25-30 ans de différence. Le royaume est en train de péricliter, le royaume d'Espagne est pas. Et puis alors, il y a une infante qui n'est pas là, comme on trouve dans une analyse. Tiens, mon frère, on n'a jamais parlé celui-là. Il y en a une qui n'est pas là sur le tableau. Alors, celle qui n'est pas là, ben, c'est celle qui, 4 ans plus tard, va sauver le royaume d'Espagne en épousant Louis XIV. C'est Marie-Thérèse. Autrement dit, la famille du roi, parce que c'est ça la famille du roi, telle qu'elle est présentée là, elle présente l'objet aussi là comme absent, quelque chose qui est absent en tant que tel. Et en fait, c'est sans doute ça, on va dire, entre autres, le secret du tableau, un peu comme le mystère dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait qu'au-delà de cette famille, d'autant plus que en 1656, quand Velázquez fait le tableau, il ne le nomme pas. Velázquez ne nommera jamais le tableau. C'est après qu'on va appeler ça la famille. Puis en 1840, quand on va faire un catalogue pour le musée du Prado, on va appeler ça les Ménines. Vous voyez qu'il y a du temps. Velázquez n'a pas nommé. Donc on peut penser que Velázquez, qui consciemment ou inconsciemment connaissait bien ce qui se passait dans la famille royale, et Lope de Vega raconte qu'on venait souvent, enfin assez souvent dans l'atelier de Velázquez parce qu'on s'emmerdait tellement là-dedans que même les tapisseries bâillaient, dit-il. Donc vous savez, on venait quand même un petit peu se distraire parce qu'il y avait des trucages, il y avait des trucs, on peut penser qu'il a montré à l'infante, quand elle est arrivée à prendre la palme, il a montré le trucage. Il adorait l'infante, celle qui est là, Maria Margarita. Donc, on peut penser, et il a fait beaucoup de portraits de l'enfant, donc on peut penser qu'effectivement il y avait ça qui était là. Et puis, qu'est-ce que c'est que cet enfant, cette gosse? Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est là, on pourrait dire, à prendre en compte comme support du fantasme en regard du réel maternel? Apparemment, sa mère était très jalouse. On ne la voit pas bien sur le fond, là. Et on peut penser qu'elle aura, d'une certaine façon, justement, c'est ça la question du fantasme, elle aura à symboliser un peu tout ça. Bon, là, ça fait c'est un peu rapide ce que je veux dire, mais il y a ça qui est en jeu dans le tableau. C'est-à-dire que Velázquez, qui va mourir 4 ans plus tard, et chose étrange, Velázquez meurt en 1660, juste après qu'il a organisé, à Hérin, à la frontière, la rencontre entre Louis XIV et Marie-Thérèse. Il rentre chez lui, il meurt 8 jours après, et sa femme meurt 8 jours après lui. C'est pas, parce que je veux dire qu'il y a quand même des choses assez troublantes en tant que telles. Bon, mais ça c'est pour montrer que. Alors il y a encore une autre énigme, puis je vais m'arrêter là. Enfin, non, je ne vais pas m'arrêter là-dessus parce qu'on va regarder un DVD après quelque chose. Il y a une énigme sur ce tableau. On en a parlé à Paris récemment. Velázquez a sur sa poitrine une croix. Bon, on pourrait trouver Foucault, Lacan, etc. ont trouvé par la perspective une croix de Saint-André dans le tableau. Lacan dit que de toute façon c'est peut-être une croix de Saint-André, mais que de toute façon les deux montants de la croix ne se recoupent pas. Donc, de toute façon c'est pas tout à fait une croix. Et en fait, toutes les règles de perspective que Velázquez connaissait très bien, parce qu'il était très doué, c'est un autodidacte, mais qui avait appris tout ça, on a trouvé dans ses bibliothèques des ouvrages tout à fait importants de mathématiques, de géométrie. Il est allé 2 fois en Italie pour se parfaire au niveau des couleurs, il connaissait très bien ça. Et cette croix elle est étonnante parce que nous sommes en 1656 et il a été décoré de l'ordre des Chevaliers de Santiago en 1658. Donc on peut penser que cette croix, au moment où le tableau a été fait, n'a pas pu être. C'est aussi une énigme, d'autant plus qu'elle se retrouve sur le tableau, on va dire de façon invisible, que c'est la lettre du tableau. Alors, on peut penser que c'est lui qui l'a refait après. C'est toujours vous voyez, les mauvaises langues racontent que
De la même façon que ça dit beaucoup de choses sur le roi et sur la reine, peut-être qu'après sa mort, le roi est venu peindre la croix. Bon, c'est une interprétation. Bon, enfin, tout ça pour dire que ce que je trouve personnellement dans ce tableau en tant que tel, qui rapproche véritablement ce qui se passe finalement chez un humain, qu'il soit analyste ou qu'il soit artiste, c'est le fait qu'on peut très bien regarder le tableau et uniquement y voir quelque chose qu'on reconnaît ou quelque chose qu'on connaît. Pas spécialement être arrêté par le mouvement, parce que ce qui est peint, c'est quoi? Finalement, c'est quoi? Comme disait Théophile Gautier, en 1850, il est où le tableau? Où il est le tableau? Qu'est-ce qui est peint? Finalement, le peintre, il a un mouvement d'arrêt, il est arrêté. On a l'impression que tout le monde est encore dans la direction d'une présence qui n'est plus visible. Est-ce que c'est celle du peintre? Est-ce qu'il aurait bougé? Enfin, il y a toutes sortes de questions autour de ça. Et puis, ce qui me semble, alors vraiment, alors là, on peut pousser un peu les choses, en direction de ce regard intérieur du peintre, qui peut faire apparaître le tableau, peut faire apparaître chez celui qui le regarde une certaine présence, c'est ce qu'on appelle le transfert, là, qui justement puisse arriver à être divisé par autre chose que la représentation. C'est ce que j'ai essayé de vous décrire, c'est-à-dire qu'il y a effectivement autre chose que ce qui est caché, ce qui est visible, que ce soit le premier plan ou derrière, comme je l'expliquais tout à l'heure avec cette dimension du trucage. Il y a autre chose qui est la présence même du peintre dans le tableau, et cette présence du peintre dans le tableau, je dirais que moi, ma façon un peu de penser les choses, c'est un peu comme si on articule le tableau autour de l'infante, parce que c'est évidemment pas le centre du tableau, c'est pas le roi et la reine, même si ça pourrait être le roi et la reine. Hein, si on fait vraiment les lignes de perspective, on tombe sur l'infante. Hein. Si on articule le tableau autour de l'infante, on pourrait dire que d'une certaine façon, de même qu'un analysant, quelqu'un qui vient parler, a besoin d'une certaine présence, pour parler, à condition que cette présence ne se mette pas en travers en lui expliquant toutes sortes de choses, de même la présence du peintre est importante là, dans le tableau, pour que l'infante nous transmette autre chose que cette image merveilleuse. Alors, l'année suivante, c'est le grand chambardement à l'école freudienne de Paris, l'année suivante, c'est-à-dire en 1667. 1967 En 1967. Pardon. 1967. Lacan écrit, vous savez, la proposition du 67, septembre 67, et alors il y a 3 lignes qui m'ont surpris. J'ai été étonné que les analystes n'aient jamais repéré ça. Dieu sait s'ils ont écrit sur le DZ, le virage, là, ce qui s'aperçoit, tout ça. Bon. Il y a quelque chose que je trouve... Ça m'a arrêté, c'est le cas, parce que je ne comprenais pas, mais je me disais qu'il y avait quelque chose. Il y a un moment, dans cette proposition, Lacan parle de la formation du psychanalyste au sens où lui voudrait que ça soit mis en place dans l'école freudienne. Et tout ça, j'insiste, ça vient après tout ce moment où il a été réduit à l'état d'objet. C'est pour ça que ça s'est passé comme ça. Si Lacan n'avait pas été réduit à l'état d'objet, je ne sais pas si ça s'est passé. Sans doute pas, parce qu'il a connu l'enfer. Il a connu l'enfer, on peut le dire, il s'est débattu comme il a pu avec ses moyens, mais il sait ce que c'est qu'une mise en examen, au sens d'un regard porté sur lui et que sur lui. Quelque chose qui a à voir avec la mort. C'est sûr qu'il sait ça. Lacan, il a connu ça. Et quand on a connu ça, si on a connu ça, si certains d'entre nous ont connu ça, ils savent les effets que ça peut produire et la façon d'essayer ou pas, ou bien on tombe ou bien on remonte. Il y a quelque chose qui... On comprend un peu ce que c'est que la dimension de la signifiance et la dimension du fait qu'on a en nous une certaine force de supposition. C'est ça un peu. La présence de Velázquez, c'est cette force de supposition qui peut conduire ailleurs. Eh bien, on pourrait dire que, alors Lacan, il écrit cette chose-là dans l'opposition, il dit ceci, ainsi,
crois qu'il a parlé avant de différentes choses, mais rien que ça, il me semble, ainsi de celui qui a reçu les clés du monde de la fente de l'impubère. C'est pas, évidemment, on peut penser que c'est de ça dont il s'agit. De celui qui a reçu les clés du monde dans la fente de l'impubère, l'analyste n'a plus à attendre un regard, puisqu'il se voit devenir une voix. Eh bien, je m'arrêterai là-dessus parce que je pense que c'est ça que l'on trouve. L'inouï, quelque chose qui nous concerne, nous, plus particulièrement quelques amis qui sont là en assistance, et vous, je pense, si je peux un peu vous transmettre quelque chose, parce que c'est, d'une certaine façon, il y a quelque chose de la pulsion Lacan qui est là. Et Lacan, quand il en parle en 67, c'est de ça dont il parle. Alors, on va finir. Que répéter cette ainsi, virgule. Pas la virgule. De celui qui a reçu les clés du monde dans la fente de l'impubère, virgule, l'analyste n'a plus à attendre un regard, puisqu'il se voit dans les moments de passage, il se voit, c'est pas il voit, il se voit devenir une voix. Une voix avec X ou avec E? Je trouve que c'est assez énigmatique, extraordinaire. Bon. Oui, mais on pourrait dire les deux. Je parlais tout à l'heure, il y a quelque chose comme ça. On pourrait dire Alors, les deux. Tu vois, c'est ce que j'allais dire. oui, bien sûr, c'est le oui. Bien sûr. Il se voit devenir une voix. Pas si évident, je trouve. Alors, pour terminer, et mets-toi dans la lumière, ce que je vais vous présenter, c'est la fin du film de Polanski, La jeune fille et la mort. Parce que alors de la peau, si c'est possible. Je vais expliquer un mot. Il va expliquer un mot, donc il faut encore. Alors, je vais dire un mot d'histoire du film parce que alors, pendant ce temps-là, Oui, mets-toi dans la Pourquoi? lumière. Parce que, alors, La jeune fille et la mort, je vous ai expliqué, ça a inspiré entre-temps, j'ai oublié Schubert, évidemment, donc La jeune fille et la mort, là, le quatuor de Schubert. Et Polanski, qui a fait ce film en 1994, est parti d'une pièce de théâtre, elle-même mise en scène à partir d'un roman d'Ariel Dorfman. Et ce qui est intéressant, c'est que la fin de la pièce de théâtre n'est pas celle du film. C'est-à-dire que Polanski a créé la fin du film. Et je trouve que, pour moi, la création de la fin du film est quelque chose d'extraordinaire, parce que ça vient trancher complètement avec tout ce qui s'est passé jusque-là. Ce qui s'est passé, voilà, c'est ça. Alors, ce qui s'est passé jusque-là, je vais vous expliquer. Et ça se passe quasiment huis clos entre trois personnages. Paulina Escobar, Roberto Escobar, son mari, et le docteur Miranda. Alors, il s'est passé la chose suivante, c'est que, vraisemblablement, ça s'est passé au Chili, sous Pinochet, donc c'est en Amérique du Sud. Durant les persécutions, la dictature de Pinochet, le docteur Miranda a participé à la torture, au sens où il soignait ceux qui étaient torturés, et dans ce cadre-là, il a rencontré Paulina Escobar, qui avait été arrêtée et qui était l'amie de Roberto Escobar à ce moment-là, et elle n'a pas dévoilé le nom de Roberto Escobar malgré la torture. Donc elle a été torturée, et voilà l'histoire. Alors, un jour, se passe une quinzaine d'années, vous savez comme ça s'est passé au Chili, à la suite de ça, on a conservé au Chili la juxtaposition des tortionnaires, on pourrait dire des victimes et des bourreaux, ça continue comme ça. Et donc, un jour, ça se passe autour des années 80, il y a quelque chose qui a déjà rechangé
dans la politique là-bas, ils sont en train d'améliorer un peu les choses, et Roberto Escobar, qui est un avocat très connu, qui est un ancien militant, est sollicité par le président, de tendance toujours fasciste, est sollicité par le président pour avoir un poste important, et il vient d'être sollicité, il va rentrer chez lui, il rentre chez lui le soir, il y a un orage, qui est tout à fait important, et sa femme l'attend. Sa femme a entendu, parce que c'est passé à la radio, ceci, donc elle est dans une colère, et elle ne pensait pas du tout qu'il accepterait ça. Bon, alors il débarque, alors comment il débarque? Il débarque de la façon suivante, il a crevé, enfin sa voiture a crevé, et il a été, comme il n'avait pas de roue de secours parce que sa femme avait utilisé la voiture et n'avait pas fait réparer la roue, c'est tout un concours de circonstances, il arrive à la maison, remorqué par cet homme-là, et d'emblée, quand il arrive, Paulina Escobar reconnaît à sa voix, et on pourrait même dire au senti, quelque chose de l'ordre du réel, de très, très important, elle reconnaît que c'est lui. Donc se met en place toute une solution particulière, qui est la suivante, il y a un retournement, elle devient, pourrait-on dire, elle persécutrice, et lui persécutée, elle veut absolument qu'il avoue, il n'avoue pas, hein, et on peut se demander en fait ce qu'elle demande, pendant tout le film ça se déroule comme ça, il va y avoir toute une articulation qui est qu'ils vont mettre en scène, faire en scène une sorte de procès, c'est-à-dire de lui dire, écoute, toi qui es avocat, tu le défends, mais de toute façon, il faut qu'on ait ses aveux, etc. Et ça dure pendant très longtemps. C'est un film où il y a on est complètement saisi par le caractère à la fois terrible de ce qui est raconté, et ce huis clos. Polanski dit qu'il a eu très peur avant le film de ce huis clos entre les trois personnages. Il a eu peur, il avait prévu des moments où ils iraient ailleurs parce qu'il pensait que ça s'est très bien passé, le tournage, mais il avait très peur. Bon. Et puis alors arrive un moment, tout à la fin du film, on est là, où quelque chose d'autre va se passer, et je ne vais rien vous en dire parce qu'on en discutera après. Donc là, on est au moment où il vient de recevoir un coup de fil, comme il y a eu un orage, comme il est en danger parce que le président sait que, comme il l'a nommé, il est en danger, il lui envoie quelqu'un pour le protéger. Il y avait des coupures de téléphone parce que, etc., il y avait un orage, donc, etc., ils sont assez isolés. Il est peut-être 4 h du matin, il reste 1 heure avant que, ou 5 heures ou 6 heures, enfin bon, ils vont arriver, ils sont au dernier moment. Il faut absolument qu'il avoue exactement ce qui s'est passé. Il n'a toujours pas véritablement avoué. Il a avoué sans avouer. Alors il a reçu sur la tête, il a été blessé, je ne sais plus, il est tombé sur... Non, c'est Paulina qui lui a foutu une trempe, elle l'a tabassé. Oui, enfin, elle l'a tabassé. Et là, elle veut, là, on va abréger, là, elle veut l'emmener pour le tuer, voilà, pour l'achever. Alors, on en est là. On peut voir l'image? Oui. Donc, tu peux s'éteindre. Oui, voilà. Donc on arrive à un moment où il faut absolument conclure. Il faut conclure, et la conclusion attendue, c'est qu'effectivement, de toute manière, il doit disparaître et ils vont l'exécuter. Il n'y a pas d'autre solution, c'est quasiment ce qui va. Alors, vous allez voir ce qui va se passer, puis on verra, parce qu'à mon avis, il y a un moment tout à fait particulier où il se passe quelque chose de l'ordre du regard et de la voix. On en parlera après, puisque c'est un film. Tu l'éteins alors, tant qu'on fasse. Putain. Bon, ça monte. C'est toute la pitié qu'on peut se permettre. Donc il y a un téléphone en Espagne. Qui a précédé. Quand le film commence la scène au concert. Oui. Le film commence par ça. Il se termine comme ça. Ça commence par ça. C'est-à-dire que cette scène a précédé, ou à la fin, ou toute scène. Sur le plan de la mise en scène du film, le film commence par le concert. C'est ça, Daniela? Oui. Et se termine par le concert. Et on sait qu'il va faire. Le procès se passe quand?
concert se passe après. Après. Je sais qu'il faut prendre... Non, non. Non, on voit le film démarre par le concert, la main de la jeune femme, mais on ne voit absolument pas le docteur Miranda. Oui, forcément. Hein, on ne le voit pas. On le voit donc en... Oui, tout à la fin. Donc, quand son mari amène Miranda à la maison, elle l'a déjà vu au concert. On peut... Non, je pense que c'est un montage. C'est un montage. Enfin, prenez pas ça dans le sens historique. Le film, quand il parle de son film, il dit que... C'est comme si elle revisitait... C'est comme si elle revisitait toute l'histoire pendant le concert. Voilà, c'est comme ça que ça peut être un fantasme, ça peut être la visite d'une histoire, sa propre histoire. À la fin, moi, ce qui me suggérait, quand je l'avais imaginé, c'est que lui se jette dans la mer. Ben oui, moi aussi. Lui se jette dans la mer. C'est-à-dire qu'il a... Oui, le concert est la preuve qu'il ne s'est pas jeté. Eh ben oui. Eh ben voilà. Eh ben oui, c'est... C'est-à-dire que... Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense que la fin du film, Schubert, le quatuor de Schubert, le concert, ce qu'il dit dans une interview, qui a été faite 2-3 années après, c'est que pour lui c'est très important, la musique de Schubert et le titre de la musique. Jamais il aurait appelé, jamais il aurait fait peut-être le film s'il n'y avait pas eu, il ne sait pas pourquoi. Donc je crois qu'il y a quelque chose là qui peut... Mais, néanmoins, personnellement, je trouve que ça entraîne, c'est comme la fin de Don Juan, on remet tous les trucs, les machins, la consonance, etc. Ça nous replace dans une histoire d'histoire, avec un petit H, alors qu'à mon avis, c'est pas ça l'important, c'est ce qui s'est passé juste avant. Puisque ça vient... Ce qu'on ne voit pas, un peu comme dans le tableau. Voilà, c'est ça, il y a quelque chose qui... Vous allez voir le début, on peut le monter, mais pas pour longtemps, c'est simplement pour... À la fin, ça remet de l'histoire, finalement, sur quelque chose qui est tout à fait intéressant, c'est pas le problème de... Même pas. C'est avant. C'est avant. C'est pas dans le générique. Au début, on s'est trompé aussi. C'est avant. Non, c'est avant. C'est le tout début au générique parce qu'on l'a eu au tout début quand on a mis le disque au début. Ah bon. C'est avant. Non mais on va arrêter là, parce que faut laisser des... Faut pas qu'on revienne trop dans l'histoire, le machin. Ah bon. Ça, ouais. Merci. Ce qui est, par rapport à ça, ce qui est important, c'est que cette façon de finir le film, c'est la façon qu'a trouvé Polanski. Dans la pièce de théâtre, ça ne se termine pas du tout comme ça. Je ne sais plus bien que ça se termine, mais ça ne se termine pas comme ça. Il y a une mise en scène qui est différente. Oui, il y a un désir chez Polanski de dire quelque chose à la fin. Voilà. Et je crois qu'on en est à la sidération dont vous parliez, c'est-à-dire qu'en le voyant, on s'attend à ce qu'effectivement il est innocenté. Après une scène de tabassage où je suppose que tout le monde pense qu'il est coupable et on tient pour la femme qui a été battue, il lui faut un coupable, etc. Il faut qu'il avoue. Puis on a la première surprise, c'est non, il est innocent, il faut vite qu'il arrive avant qu'elle ne le balance par la falaise. Et puis là, elle ne croit pas à l'innocence. Il a falsifié. Okay. Et donc nous, on se dit, mais
folle. Et puis là, residération, Alors, il qu'est-ce qui s'est avoue. passé? C'est ça, effectivement. C'est le basculement entre nos oscillations à Il y a nous. ce qu'on appelle un changement de discours Tout à fait. radical. Est-ce que vous avez Et là, il eu- dit tout. Est-ce que vous avez... Parce que moi, je vais pas la dire, parce que je ne vais pas vous priver de ça. Est-ce que vous avez une idée, vous, en voyant le film, qu'est-ce qui, à votre avis, fait basculer le discours? On change de monde. Oui, mais c'est ce qui se passe dans dans plusieurs grands procès de meurtriers en série. Il y a un moment donné où, par exemple, l'avocate de la défense n'en peut plus, la cause de votre assassin français, violeur de grand chemin, et son avocate, toute désemparée, au bord des larmes, dit mais il faut avouer maintenant, et il avoue. Et on retrouve ça dans d'autres procès. Il y a un moment donné où, par exemple, Gilles de Ré, en 1300, il nie, il ment autant que Dutroux ment dans son procès. Et puis il y a un moment donné où l'épiscopat dit bon, on va le torturer. Et là, il dit demain je dirai tout. Et il dit tout, dans les moindres détails. Mais ce qui fait qu'à un moment donné, ils sont coincés au mur, comme ici il est coincé au mur parce qu'elle va le jeter. Même si elle a la preuve d'une innocence, enfin, nous on croit qu'elle a la preuve de l'innocence, non, elle est tellement déterminée qu'elle va le jeter, comme à la limite on va le torturer, on va aller jusqu'au bout de la torture de Gilles de Ré, à ce moment-là il lâche tout. Il y a un moment donné où quand peut-être l'avocat craque ou quand l'accusation en est à un seuil d'insoutenable et que ça ne passera plus, eh bien, je ne sais pas, mais il se fait que le retournement se passe, et de la dénégation, du mensonge. Est-ce que vous avez l'impression que dans le film, C'est ça que dans ce film-là, on peut repasser éventuellement... Ça ressemble à ce qui se passe. Est-ce que vous avez l'impression que Polanski, à ce moment-là, transmet quelque chose d'invisible, d'inouï, qui serait à l'origine de ce changement de discours? Oui, c'est le moment où elle lui dit, Comment- elle lui prend la tête et lui dit Voilà, regarde, c'est le quand moment- elle le tient, quoi. Quand elle lui prend la tête, elle met son visage en face face, à et c'est là face. que ça bascule. Est-ce que vous avez l'impression Est-ce qu'elle a que une vous me autre reconnaissez voix, qu'elle a une Ah oui, elle a autre une voix? quelque chose Regarde, d'amoureux. on ne sait d'ailleurs pas qui précède l'autre. Ouais. Quelque chose Il y a quelque chose d'intime. d'amoureux quand elle lui prend la tête. Ah ben voilà. Quelque chose de C'est ça, toi qui le dis, je suis bien amoureux. contente. Hein. Une femme qui a connu l'intimité avec cet homme-là. Oui, tout à fait. Il y a quelque D'accord, mais chose Mais moi, ça ne m'est pas à- apparu comme ça. Quelque chose de partagé, si vous voulez. se transpercer entre deux là. Hein, il y a quelque chose où ils se retrouvent tous les deux autour du dialogue de combien de fois tu l'as dit, les deux, hein. C'est traité aussi dans un film. Est-ce qu'elle n'arrive pas le vendre? Il a vraiment amoureux. Oui. Oui. Et j'ai bien entendu. Oui. Elle entendait ce qui se passait, Oui. mais elle a Ah pas oui, entendu. c'est ça, oui, aussi. Donc c'est comme si, jetant le bandeau, elle arrachait le bandeau. Donc elle se, quelque part pour elle, elle se libère aussi en arrachant. Quelque chose qui a à voir avec, on pourrait dire, ce que vous dites, elle enlève quelque chose qui pourrait figurer un peu, on va dire des choses comme ça, par rapport à la dimension de quelque chose qui rêve du fantasme. Disons l'horreur de sa jouissance. Et que dans ce espèce d'écume, de blancheur, et qu'alors effectivement, sa voix, lui, n'est plus la voix qu'il avait avant. Non, c'est comme si lui, qui s'était cru protégé, puisque Marie ne croyait pas, donc innocenté, il a un moment où il est au repos, et puis il est saisi, et lui, alors il se met peut-être à parler. Mais c'est au moment où elle sort de ce truc où elle veut vraiment le mettre à l'envoi, au fond elle s'effondre d'une certaine manière en disant est-ce que vous me reconnaissez? Comme si à ce moment-là elle était au plus proche de son humanité. Attends, comme si elle, à ce moment-là elle prend sur elle quasiment la question de l'humanité, enfin de l'humain, et à ce moment-là ça passe, et puis lui ne peut pas faire autrement que d'y aller, et puis lui ça se retourne, ça dit comment il commence. Tout d'un coup, on a l'impression qu'il est touché pendant un certain temps, et puis il dit qu'au fond, il adorait ça, etc. Et pas que c'est reparti. Oui, moi, Mais c'est là, ça ce qui temps me où choque elle- aussi, c'est le fait que l'aveu, c'est pas tellement l'aveu des faits, mais c'est l'aveu de sa jouissance. Et donc, ce qu'il a vu sur son visage, c'est l'horreur de la jouissance tout à fait. On peut poser la question suivante. Pourquoi est-ce qu'avant il ne l'a pas avoué? Mais parce qu'elle ne Pourquoi est-ce l'affronte. qu'avant il ne l'a pas avoué? Elle ne l'affronte. Parce que c'est pour sauver sa peau, peut-être qu'il avoue. Je sais pas, on ne trouve pas sa peau. Elle ne la voit jusqu'à son Sur son visage, à elle, il a retrouvé quelque chose. C'est une jouissance.
d'une jouissance atroce. Ah, vous pensez? Ah oui, Il a vu ça et... Moi, je pense qu'il a vu, enfin, personnellement, il y a ce que vous dites, sans doute, mais c'est pour ça que c'est très compliqué, qu'on est dévisé. Je pense qu'il a vu autre chose, vraiment complètement autre chose, qu'il n'a jamais vu chez elle. Mais qu'il y a ce côté où elle-même lâche, où elle s'agenouille, tu vois, c'est ce moment-là où elle l'a Il faut bien penser que ce qui est important, c'est vraiment le face-à-face. On est d'accord au moins. Comme sur le tableau, le face-à-face avec l'enfant. C'est avec elle qu'on est en face-à-face, en fait. Même si l'enfant, elle est comme ça. Enfin, elle a la tête, les yeux, voilà, elle est comme ça à peu près. C'est-à-dire que tout est de travers, sauf le regard. C'est qu'il y a un moment de visage à visage qui a fait jamais avant. Mais c'est pas on est d'accord. C'est qu'il n'est plus dans la même position. Mais il faudrait le trouver dans le film. Je suis sûr qu'il y a des moments avant où ils sont dans la même position dans le film, avant. Et il ne se passe pas. C'est ça que je veux attirer l'attention là-dessus. Oui, mais je pense que sa voix et son regard. Attends, voilà. Il est au bord du bout. Parce qu'avant, c'est l'ordre de l'interrogatoire. c'est l'interrogatoire. Avant, il n'y a pas... En position de procureur, à ce moment-là, elle est en position de sujet. Alors pourquoi ça... Tous les deux. Est-ce qu'on peut dire quelque chose du fait que, à un moment, parce que c'est ça qui nous intéresse, on est d'accord sur le plan d'explication, est-ce qu'on peut dire quelque chose sur le fait qu'à un moment, quelque chose, on peut dire ça, un ange a passé, je ne sais pas comment on peut dire, il y a quelque chose qui fait que... Est-ce qu'on peut en dire quelque chose ou pas? Mais est-ce que ce ne serait pas quelque chose de l'ordre du visage qui apparaît à ce moment-là? Avant, il est masqué, il est caché aussi, lui d'ailleurs. Il a les yeux bandés pendant toute la scène où on ne le voit pas. Et peut-être qu'avant, elle lui demande de reconnaître d'être le bourreau, alors que là, peut-être qu'elle lui demande de reconnaître qu'elle est la victime. Donc, est-ce que c'était bien moi la victime? Qu'est-ce qu'elle lui dit quand elle se met en fait de lui avec le visage, son visage entre les mains? Qu'est-ce qu'elle lui dit? Je me souviens plus. Lui, je crois que lui, tu m'as bien... Elle évoque la pénétration. Elle lui dit effectivement, c'est bien moi que Tu ne me reconnais pas. Tu ne me reconnais pas. Oui, c'est ça, c'est une question. Est-ce qu'elle évoque la pénétration? Moi, je pense que c'est au-delà des mots. Il y a quelque chose... Alors, bon, ça ne veut pas dire que c'est transmis intégralement comme ça, mais ça, pour nous analystes ou nous artistes, enfin ça, c'est un peu ça, pour ça que je présente, c'est pas pour qu'il y ait exactement le... Je pense que ça peut prendre compte de certains moments rares Pour moi, dans une existence. Quand elle s'agenouille, quand elle lui prend le visage entre les mains, il commence à voir le fait de prendre le visage entre les mains, il y a quelque chose qui se passe. Au-delà de ce qu'il va se dire effectivement, mais en même temps, il y a quelque chose du rapport au corps là qui s'instaure et qui n'est peut-être plus ce rapport au corps qu'elle avait quand on a vu quoi, elle te le trimballe comme un objet, elle essaye justement de l'humilier physiquement en le mettant dans une situation d'objet. Là, il n'est plus objet. J'ai l'impression quelque chose où il n'a plus ce statut d'objet. C'est important parce que ça va produire l'effet, vous avez vu sur Roberto, que ce qu'il pourrait faire avec ses mains, il ne peut plus le faire. Je ne peux pas. Alors je pense que ça c'est aussi quelque chose, c'est un effet chez l'autre, c'est qu'il se découvre dans l'impossibilité ou dans le pouvoir de faire autre chose. Je ne sais pas comment il faut le dire, ça dépend comment on dit je peux pas. Mais c'est autant je peux pas que... Ce qu'il n'aura jamais pu. Ce qui m'a saisi toujours dans ce film, c'est le moment où chacun se retrouve en présence de, je vais dire, son rapport au signifiant. Seul. Voilà. Face à l'âme. Alors voilà. Face au signifiant qui est, je crois que c'est, enfin, c'est ça qui me, c'est-à-dire que là on est effectivement, voilà. Je pense à ce que Freud dit dans la question de deuil et mélancolie, sur la question du deuil, que l'objet est frappé de mort une deuxième fois pour vivre. Qu'il y a une décision de vivre une fois que l'idéalisation de l'objet perdu a été jusqu'au bout. Enfin, je pense aussi à ça, de quelque chose où elle lâche finalement. Hein. Ce qui importe peut-être plus que de le jeter. Hein, parce qu'il y a la question de la justice et quand elle va à la falaise avec lui.
justice et c'est quoi l'autre concept vengeance et justice, ou je ne sais pas où. Visiblement, elle lâche quelque chose aussi. Hein. Bon, comme disait Jacques, peut-être il y a l'horreur de... La jouissance de l'horreur et l'horreur de la jouissance. Elle lâche quelque chose visiblement avec ses gestes. Hein. Lui aussi, les deux lâchent. À l'endroit où elle est prête à lâcher, lui il lâche. Je ne sais pas ce qu'elle lâche. Je pense que ce qu'il lâche aussi, c'est peut-être que tout le film tourne autour de la loi, de la justice. Hein, on parle de la justice. Et je pense que ce qu'il lâche, c'est qu'il n'avoue pas tant qu'il est instauré par elle comme sujet soumis à la loi de la justice, à reconnaître un crime, tant qu'on est dans cette belle éthique-là, il ne reconnaît pas. Ce qu'il reconnaît au moment où il va mourir, il est quasiment convaincu de peu de chances qu'il en réchappe, ce qu'il va reconnaître, c'est qu'il a joui. Oui, la vérité, c'est pas la justice, c'est ce que tu dis. Oui, j'ai joui. Ce que tu dis, c'est que, alors on peut retourner ça par rapport à ce que je viens d'introduire, c'est quand on est face à face avec la mort, que se pose la question de devenir vivant. De s'instaurer, d'assumer quelque chose de son désir. Et là, c'est là qu'on découvre dans le corps quelque chose qui fait que, et l'un comme l'autre, je pense, peut-être qu'il y a ce moment-là. Quand on pense aux gens qui sont fusillés, qu'est-ce qu'ils vont dire, comment ils vont se comporter au plutôt d'exécution, il y a des gens qui ont affirmé des choses, il y a des gens qui ont dit des phrases, et je pense que ces phrases-là, qui n'est toujours pas toujours militante, hein, donc quelque chose qui les instaure sur leur jouissance, sur ce qu'est la jouissance. C'est sur la jouissance qu'il se positionne à la fin face à la mort. Oui, j'ai joui. Pas sur la loi, pas sur le crime, pas sur le... Je pense que pour... Non, il lui donne pas ce qu'elle veut quand même. Je viens de Roménine quand même après. Oui, c'est pour faire le lien. Je pense que pour elle, il peut y avoir de la vie après, que si elle dépasse la loi du talion. Et si elle le précipite, en fait, parce que moi à un moment donné, j'ai cru qu'elle le pousserait, mais alors elle ne pouvait plus que sauter derrière lui. C'est ça. Et comme elle ne veut pas sauter, puisque toute sa rage envers lui, c'est pour qu'elle puisse recommencer à vivre, voilà. Les choses ayant été dites, mais dans le sens d'être reconnues, donc d'exister. Les choses qui se sont passées existent. Et je pense que c'est là qu'on retrouve aussi la question du féminin. Mais qui est peut-être que plus que, enfin ça je sais pas, j'aurais envie de dire en tout cas que pour que le féminin puisse vivre, ça n'est possible qu'au-delà de la loi du talion, puisque sinon on reste dans la vengeance intergénérationnelle entre les femmes qui mettent au monde. Tu ne crois pas qu'on est un peu comme dans le tableau de Velázquez? Oui, là, on revient au tableau de Velázquez. La question c'est pas sur qu'est-ce qu'elle va faire, c'est qu'est-ce que nous allons faire, est-ce qu'on le tue ou pas nous? La question c'est quel effet ça fait sur nous. Voilà. Est-ce que ça nous divise ou pas, hein, ou les différents rebondissements. C'est pas la vérité, est-ce qu'il était là vraiment là? Je pense que Polanski nous demande si on va le tuer. Il pose une question. Hein, parce qu'il y a des moments où on le tue, il y a des moments où on ne le tue plus. Enfin, je veux dire, il me pose une question. C'est pas étranger à ce que tu dis. Oui, et je pense que la question qui nous est posée est différente pour les hommes et les femmes. Voilà, c'est ça. Je pense que tout le monde va faire en fonction de le tuer. On est traversé par les deux désirs. Par moment, on veut le sauver, puis par moment, on veut le pousser au bout de la falaise. Et est-ce qu'on se jette? Le résultat d'une analyse n'est pas la même. Si on l'a fait chez une femme ou chez un homme, si on l'a fait chez un homme, ça je crois. Oui, ça je crois aussi. Je suis d'accord. Mais il y a de l'au-delà de ça aussi, parce qu'il y a quand même le féminin en nous et le masculin en nous. Donc après, ça passe au tour suivant, ça. Comment on pourrait concevoir le féminin dans ce moment-là? C'est vrai mais pas au sens effectivement d'être le bonheur forcément de nos femmes. Non, bien sûr que non. Ça joue, mais c'est pas. C'est une étape dans l'affaire.
Mais lui, au début des aveux, il dit qu'il est le médecin, qu'il est celui qui soigne, qu'il est différent des autres, et qu'il sentait bien que les autres c'était des brutes. Et puis il montre comment tout à coup ça lui prend à lui aussi, et qu'il est précipité ailleurs sans pouvoir contrôler ça, et que ça s'empare de lui, et qu'il y a une excitation qui commence, et on le suit dans le moment où il la lave, où il prend soin d'elle, et puis où il est face à ce corps nu, et il ne sait pas résister. Donc là, il est pris par la même pulsion que les autres, alors qu'il se croyait différent. On retombe aussi sur la question que tu disais tout à l'heure, c'est que pour créer quelque chose, il faut faire du vide. Hein. C'est comme disait Anne, si elle veut créer un nouveau destin, si tous les deux, le mari et la femme, veulent dépasser quelque chose, donc créer quelque chose, il faut qu'il y ait un vide. Or, s'il est vu quelque part, ils s'enferment avec lui dans l'histoire pour le restant de leur jour. Ils se lient à lui pour le restant de leur jour. Et donc, ce que tu disais par rapport à faire du vide, faire un trou, il y a quelque chose où quand elle ne le tue pas, quand il n'arrive pas à le tuer, il rompt avec quelque chose. Ils sont en rupture. Oui, mais il ne le tue pas pour la même raison. Lui n'arrive pas à le pousser, et elle ne le tue pas, c'est pas parce qu'elle n'arrive pas à le pousser, c'est autre chose. Non. Ah oui, c'est quand même autre chose. Ah oui, on est d'accord, ok. Bon. C'est pas pareil. Ouais. Elle est libérée comme elle en est libérée de quelque chose. Oui, c'est vrai. Pendant tout le film, il est... Oui. C'est vrai qu'elle le détache, pas beaucoup de résistance. Comment est-ce qu'elle parvient à rester avec lui après? C'est autre chose. Comment est-ce qu'elle parvient à rester avec lui après? Ah bon, c'est autre chose peut-être aussi entre eux. Mais comment vous faites le lien avec quand même ce que Domto amène du côté de la pulsion de mort étant une pulsion à ce que ça s'arrête, qui n'est pas du tout non plus du côté de détruire, tuer. Ah ben ça s'arrête là. Il faut que ça s'arrête. Et donc là, à nouveau, on retrouve... Il faut que ça s'arrête pour que ça puisse... Pour qu'il puisse y avoir de la pulsion de vie. Je crois que c'est... Oui. Et donc ça, c'est cette pulsion de mort-là, elle est... Oui, c'est ça. Il faut que ça s'arrête, mais c'est pas uniquement... Je crois que ça nous est très difficile de penser ça. C'est pas... Pour que ça s'arrête, c'est pas que ça s'arrête. C'est qu'il y a quelque chose qui est créé. C'est une analyse. C'est toute la conception. On peut aussi parler de la fin d'une analyse par rapport à ce qu'on vient de voir là ou là, etc. Est-ce qu'une analyse, à un moment, ça s'arrête au sens du dispositif parce que quelque chose s'arrête, ou bien parce que quelque chose s'ouvre? Moi, je serais plutôt pour la deuxième, évidemment. Donc, je crois que c'est effectivement, on peut tout à fait suivre votre il faut que ça s'arrête, mais ça s'arrête du fait que quelque chose arrive, enfin, je ne sais pas comment dire, apparaît. Il faut que ça s'arrête pour que quelque chose apparaisse. C'est parce que quelque chose apparaît. Je ne sais pas si on a... Je sais pas, oui, ou bien alors on peut mettre la... Moi je préfère alors revenir au signifiant fin, parce qu'au moins on peut le mettre IN et IM. Oui. Et là on retrouve votre glissant. C'est peut-être ça le féminin. Vegan. Si on prend le vegan de Nuttall, s'il avait été authentifié, on ne sait pas, mais peut-être que si, on ne sait pas comment, l'auditeur, le récepteur, avait osé, parce qu'il y avait le père Freud derrière, avait osé à ce moment-là, comment? Je ne sais pas du tout, parce que ça ne se prépare pas cette affaire-là, faire entendre qu'il avait entendu. C'est-à-dire, peut-être que non seulement la phobie à ce moment-là elle disparaît, on peut le penser, mais que la vie, ça ne veut pas dire que je ne sais pas ce qu'il aurait fait dans sa vie, mais il voulait se passer quelque chose. Il y aurait eu un changement. C'est l'hypothèse que et je la soutiens d'autant plus que ça a été censuré. C'est pour ça que je m'accroche à ça. C'est des traducteurs qui ont censuré. Et que le surmoi
à censurer. Donc c'est pour ça qu'il y avait quelque chose, quoi. En clinique, enfin, je veux dire, en clinique, ça se vérifie, ça. Quand c'est entendu, ça peut cesser. C'est à ce prix-là qu'apparaît quelque chose. Comme est censurée l'infante, là, Oui. Marie-Thérèse, dans la famille du roi. Je trouve que Velasquez, ce tableau-là, c'est l'inconscient. Je trouve que les éléments. Comment on l'a pris? Pour moi, il peint l'inconscient. Il peint l'inconscient avec tout ce que tu dis, du temps, par exemple. Quand tu parlais du temps, effectivement, dans l'inconscient, le temps n'existe pas, on va dire. Hein. On peut peindre un truc de fin de journée avec un truc de début de journée, et vice-versa. C'est ça l'inconscient, par exemple. L'inconscient, c'est ce qui est caché. C'est ce qui est caché pour montrer quelque chose. On est tout le temps à la frontière, comme ça, dans une dialectique dans l'inconscient. Ce que l'on croit voir n'est jamais qu'une représentation de quelque chose d'autre qui n'est jamais saisissable. C'est l'insaisissable. Et en plus, ce tableau, on le voit, ils nous regardent, ces gens-là. Donc si on était avec eux, enfin, on est appelé dans ce tableau, un peu comme Mona Lisa, on est regardé par des gens comme ça. La question c'est quel type de regard de quel type de regard on est récepteur quand il nous regarde. Voilà. On retrouve la question de la division, Cauchy, on se voit devenir une voix. Enfin, cette notion-là d'être à la fois le sujet qui voit et en même temps de voir ce que l'on voit. Enfin, tu vois, ces jeux de reflets dans l'analyse. Puisque ça vient, on pourrait peut-être dire que c'est ça qui se passe à la fin du film. Il se voit devenir une voix. C'est ça qu'il se met à parler. Voilà. Je ne sais pas, mais enfin bon, je trouve que la formulation de Lacan est tellement étonnante. Et dans son regard à elle, il se rétrécit. Et il se retrouve être un déchet à la fin. Il n'est plus rien. Et donc il n'y a plus rien à acheter. Ça devient... Mais moi, je pense que tout le monde parce que comme elle devait ressasser ce qui lui est arrivé, son désir de vengeance, qu'elle le tenait, quand elle l'a écouté, donc revu par quelqu'un d'autre, elle a entendu une voix, et c'est comme si à ce moment-là, elle lui avait détaché les mains, mais qu'elle était aussi peut-être détachée de ce qui l'oppressait, de ce qui l'empêchait de vivre. Et il y a un moment où les trois personnages, c'est vrai, ils se sont tous éloignés. Donc, ils ne sont plus en mesure de se pousser l'un l'autre. C'est à eux, effectivement, de continuer à marcher, chacun son chemin, parce qu'on le retrouve, je pense, avec un enfant. Donc, il a peut-être aussi, lui, fait un chemin qui était d'expiation aussi, puisqu'il a... moi, je ne trouve pas qu'elle a lâché, je trouve qu'il y avait quelque part une grande dignité, et c'est tortionnaire, ce bourreau, enfin, qui lui aussi a été, dans une certaine mesure, requalifié. Avant de commencer à parler, il était aussi, c'était une voix autre que celle qu'on avait entendue pour se défendre. Donc c'était comme une reconnaissance quelque part mutuelle. Le plus étrange, c'est le geste du mari qui, lui, a un moment de colère et puis au moment de le précipiter, s'arrête. Ça, je trouve curieux. Moi, quand j'étais jusqu'au bord du gouffre, je crois que si j'avais fait ce demi-geste là, je crois que j'aurais été jusqu'au bout. Mais comme vous dites justement, sans doute le mari, on peut penser qu'à ce moment-là, il est traversé par quelque chose qui est là. Il y a une scène. Il y a une scène à ce moment-là. Au moment où il la prend, d'une part, où elle le prend, etc., où il la prend, je crois qu'on ne sait pas bien qui, c'est pas tellement. Il y a quelque chose là qui se passe, et il me semble que la scène qui est en jeu apparaît vraiment dans le moment que vous reprenez, qui pour moi est tout à fait important, parce que je crois que c'est notamment une des façons de parler de la fin de l'analyse, ce moment où on est face à une présence. Voilà. Ça n'empêche pas toutes sortes de choses, ça n'empêche pas du tout un moment de vérité où on a la présence
on va dire, du signifiant, ou la présence signifiante qui est là. C'est vrai qu'en ce sens-là, la musique, elle est aussi intéressante à la fin. Peut-être que ce qui est figuré par le biais de la musique nous égare à nouveau, nous en replace, mais la musique elle-même à la fin, c'est-à-dire la signifiance dans ce quatuor de Schubert, est aussi importante. Seulement, il y a les images à ce moment-là qui nous remettent à nouveau dans quelque chose. Donc comment, peut-être que c'est aussi une question qui pose, c'est comment on fait avec les images et la musique, ou les paroles, la parole et la musique habituellement, puisqu'on est divisés tous entre ça et ça, entre les deux choses. C'est la réponse de Polanski à la vengeance, parce que dans sa vie à lui, il a été... donc c'est juste un mot qu'il fasse le pianiste, après il arrive au pianiste, il n'y a pas de mise intermédiaire. Son épouse est tuée par un fou religieux aux États-Unis, hein, et il pose la question de la vengeance à la femme de Polanski. Oui. Il y a un massacre pendant qu'il était à Toulouse. Et donc il pose cette question de la vengeance aussi à travers ce film. Vengeance ou justice. Oui, et il n'y a plus de décor là aussi, il n'y a plus tous ces meubles, le fauteuil, la cuisine. C'est un espace qui est... C'est très important ça. On n'est plus dans le domestique. Parce que ça moi aussi, je me suis dit très vite, quand on est face aux éléments, à la mer, à l'océan, aux rochers, le bruit, l'écume. Elle aurait pu tuer dans la maison. Voilà. Et ça n'a rien à voir. Confortée. On n'est plus du tout dans les mêmes forces. Et si lui pousse, il se met entre elle et le dénouement, pour elle, de quelque chose. Donc il est quand même aussi retenu, parce que le dénouement est dans l'au-delà de ce qui va se passer là. Et donc, lui, au fond, il est quand même pris aussi d'une pulsion qui ne peut pas empêcher le dénouement. Et malgré tout, elle n'est pas morte, et elle n'a pas révélé son nom. Moi, ce que j'ai essayé de ce que j'ai essayé de vous transmettre, ça tourne autour de ça, c'est que quand on est persécuté par les mots, par les images, le malaise actuel de la civilisation, il est possible de s'arracher à ça, on ne sait pas comment, mais qu'il est possible de s'arracher à ça par